Ça marche. Ben, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre capsule informative sur les programmes contingentés. Je me présente, je suis Geneviève Saumur, je suis conseillère à la conciliation par études, à l'Alliance par études. Et ben, dans mes dossiers, j'ai les liens avec les universités, mais également la transition collégiale universitaire auprès de nos étudiants athlètes. Et puis, ben, nous, on le sait que les étudiants athlètes se mettent beaucoup de pression sur la scène sportive pour vraiment bien performer. Mais en très bons performeurs, ils se mettent également beaucoup de pression, ou en tout cas des objectifs très élevés sur leur parcours académique également. Fait qu'on en a quand même beaucoup qui souhaitent intégrer des programmes contingentés, dont le programme de médecine. Ils ont beaucoup de questions, des fois il y a beaucoup d'informations erronées. Donc aujourd'hui, ben, on va adresser le processus et les critères d'admission pour le programme de médecine à l'Université de Sherbrooke. Donc c'est vraiment propre à cette université membre de l'Alliance par études, je le précise. Et puis, ben, pour m'aider à clarifier le tout, on avait besoin d'une experte. Donc, je suis en compagnie d'Annick Delorme, coordonnatrice à l'admission du programme prédoctoral de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Annick. Bonjour Geneviève. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. Ben, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. C'est une très bonne idée parce qu'effectivement, ce que tu viens de dire est très pertinent. C'est quelque chose qu'on entend souvent aussi quand on fait nos événements d'information, porte ouverte, tout ça. Là, c'est pas simplement pour les athlètes, hein, c'est tous les étudiants, je vous dirais, là, qui nous écrivent, qui nous questionnent et qui ont des appréhensions hein, sur qu'est-ce que ça prend pour étudier en médecine, etc. Donc, l'anxiété, comme je dirais, là, dans le fond, est assez fréquent là, au niveau des gens qui sont habitués de performer au collégial. Hein, donc, souvent, là, c'est des étudiants qui veulent tout mettre leur chance de leur côté, puis on les comprend. Ah oui, absolument. Ça prend beaucoup d'engagement là-dessus, fait que tu veux pas manquer ta chance. Exact. Puis ben c'est ça, toi tu connais ça, l'information sur l'admission, tu fais les séances d'information, les portes ouvertes, Oui, fait que tu devrais connaître les réponses à nos questions. certainement. Fait qu'on a compilé une petite série de questions que les étudiants athlètes nous posent fréquemment en lien avec le programme de médecine ou avec les programmes contingentés. Puis on aimerait avoir tes réponses, ton aide là-dessus pour les guider. C'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment avec le processus d'admission, les critères d'admission, mais on en a quelques-unes qui sont un petit peu plus centrées avec un axe sportif. Là. Fait que, à savoir, est-ce que ça les aide? Est-ce que ça les nuit d'être des athlètes en même temps? Comment le comité d'admission voient leur engagement sportif. Parfait. Fait que, on y va. Je vais commencer avec la question qu'on s'est vraiment posée tout le temps. Le plus souvent, je la reçois 50 fois par année. Ben, pour être admis au programme de médecine, il faut faire son DEC en 2 ans. Eh bien, effectivement, tu as raison. Nous aussi, c'est une question qui revient chaque fois. Donc, c'est pas inusité. En fait, non, c'est vraiment un mythe qu'on essaie de déboulonner parce que non, en fait, ils peuvent faire leurs études en peu importe le nombre d'années. Ils peuvent même s'arrêter là, pour une sabbatique. Ils peuvent aller en études libres. Non, il n'y a pas de problème, là, peu importe le nombre de temps. Tant qu'ils ont un DEC, Et voilà. avec les critères, ça fonctionne, peu importe le temps. Fait qu'un athlète qui prend un petit peu moins de cours, mais qui finit par graduer quand même, il y a des chances de rentrer, pas de problème. Tout à fait. On ne tient pas compte de ça. Hey, je suis Vraiment. vraiment contente d'entendre ça. Oui, Puis, même chose, c'est pas nécessairement un DEC en sciences de la nature que ça prend. exact. Non, non, peu importe en fait. On demande tout simplement que ce soit un deck. Et à ce moment-là, la personne devra par contre s'assurer de compléter les préalables, hein, nos 8 préalables requis. Évidemment que je demande toujours aux gens d'aller voir sur le site web, le site de l'admission en médecine, parce que toute l'information est mise à jour annuellement, donc au mois d'août. Donc prochainement, justement, il va y avoir une mise à jour. Il pourrait toujours y avoir des changements hein, au niveau des préalables, des prérequis. Donc, c'est important de s'y référer pour aller les vérifier, c'est quoi les préalables. On pourrait en ajouter ou en retirer, mais présentement, c'est 8. Donc, il faut aller voir ce qu'on a déjà. Donc, on va aller voir avec notre deck, on va regarder nos informations de nos cours actuels. Il y a les sigles qui sont écrits et les gens peuvent toujours nous écrire aussi à admission-med en commercial usherbrooke.ca et à ce moment-là, poser la question et envoyer les descriptions de cours si jamais c'était vraiment des decks qui ne sont pas habituels pour voir est-ce que les cours, les préalables sont équivalents. Mm. Ah, mais c'est parfait. Fait que ça donne au moins une marge de manœuvre à quelqu'un qui a changé Ouais, peut-être d'idée en cours de chemin, qui a commencé un deck, qui a un peu changé. Tant que finalement il a fait tous les cours requis,
il peut faire une demande d'admission sans problème. Exactement. Puis tantôt, tu en as un petit peu parlé de prendre des pauses d'études, là. Nos étudiants athlètes, nous, des fois, ils doivent prendre justement des Mhm. sessions sabbatiques, soit tu t'en vas aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, puis là, tu prends une session, tu vas pas à l'école. Ça, est-ce que vous prenez ça en considération dans les critères d'admission? Non, vraiment pas. Je veux dire, il y a vraiment aucune considération qui est faite par rapport à ça, même qu'à la limite, pour ces personnes-là qui prennent une année sabbatique à la fin de leur collégial, ça peut même être un atout parce que peut-être que vous n'êtes pas sans savoir qu'on prend 80% de notre clientèle à l'Université de Sherbrooke, étudiante dans le collégial et 20% universitaire. Fait qu'on est les seuls à faire ça. Donc, c'est sûr que pour eux, s'ils prennent une année sabbatique après leur collégial, mais ce que ça fait, c'est qu'ils vont rester dans le contingent collégial plutôt que d'être considérés universitaires. Donc, ça peut même être un atout à la limite pour quelqu'un qui ne pourrait pas rentrer tout de suite là, en médecine la première fois qu'il postule, parce qu'effectivement, c'est quand même fréquent. On a beaucoup de demandes d'admission. Hein. On a 3000 demandes pour 240 environ là, personnes qui seront retenues au final. Donc, non, il n'y a pas de souci là, par rapport à ça. Ils peuvent prendre des études libres et puis rester collégiens. Hum, génial. Puis ben, ça leur permettra d'avoir un an où ils peuvent se concentrer sur leur sport avant de se Oui, lancer dans un autre projet, si c'est le cas, là. Bon, ben, tant mieux. Puis ensuite, ben, est-ce que ma candidature serait désavantagée si j'ai suivi des cours d'été? Ben oui, je me suis fait poser cette question-là. Moi, j'ai l'impression que je connais la réponse, mais je voudrais avoir l'experte là-dessus. mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. Donc, pour les cours d'été, là encore là, s'il n'y a pas de crédit pendant les cours d'été universitaires, s'il y avait des cours universitaires, c'est juste que dans le fond, ils ne peuvent pas cumuler plus que 15 crédits. Donc, dès qu'ils sont inscrits à l'université, si c'est pendant l'été, donc avant la session d'automne, parce qu'on ne considère jamais la session d'automne avant le dépôt de la demande d'admission, là, ça, on ne calculera pas. À ce moment-là, ça sera la cote, la CRC qui serait tenue en compte et Mhm. c'est tout. Donc, pour de 0 à 15 crédits universitaires. Mais sinon, pour des cours d'été, il n'y a vraiment aucun souci. Là, c'est vraiment la CRC qui va être tenue en compte. Fait que tu as fait ton deck avec des cours d'été, des cours à distance, des cours au cégep virtuel. C'est ta cotère qui est Oui, maintenue, qui est considérée. Fait que peu oui, importe où, comment tu les as faites, tant que exact. tu as eu tes crédits, ça fonctionne. Puis En ben là, autant, c'est ça, en autant qu'il ne dépasse pas 15 crédits universitaires à la date du dépôt de la demande d'admission. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a comme entre les deux, entre 15 et 60 crédits universitaires, ben là, à ce moment-là, ils ne peuvent pas être admissibles au programme de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke. Il faut vraiment à ce absolument. moment-là attendre d'avoir cumulé 60 crédits universitaires pour pouvoir de nouveau déposer une demande d'admission. Mhm. Fait que tu peux déposer une demande d'admission quand tu es encore collégien, puis là, tu t'essayes, puis là, mettons que ça marche pas, tu peux commencer des études universitaires sans dépasser 15 crédits universitaires pour redéposer une demande d'admission. Puis là, si jamais ça fonctionne pas, ben là, il faut que tu te rendes à au moins 60 Et crédits voilà. pour réessayer. Bon, tu vois, fait qu'ils ont, Exact. ils ont quand même quelques tentatives. Y a-t-il un maximum de tentatives que tu peux l'essayer 90 fois, puis... Non, non, non. Récemment, j'ai une personne qui a déposé qui a 42 ans, puis que probablement que cette personne-là a déjà déposé par le passé. Et puis, il y en a que c'est des changements de carrière aussi. On sait qu'aujourd'hui, c'est fréquent de changer de Mhm. carrière. Moi, j'ai étudié en orientation professionnelle, justement, puis j'en ai côtoyé des gens, et j'en côtoie encore, qui font des demandes de réorientation de carrière. Et ça, on a un contingent aussi pour ces gens-là qui s'appelle à profil particulier. Donc, ça, c'est l'expérience de vie. Donc, aux étudiants athlètes, ça peut être justement une belle expérience de vie selon aussi ce qu'ils ont vécu. Ils peuvent déposer à ce moment-là dans le profil particulier ces 4 postes, dans le fond, qui sont réservés à ces personnes-là. Donc, tu vois qu'il y a différentes possibilités. Donc, si ça ne fonctionne pas la première fois, il ne faut pas se décourager. Au contraire, moi, j'invite vraiment les gens, puis on est encore plus mature, on a gagné en expérience professionnelle et personnelle. Puis ça, quand on arrive aux mini-entrevues multiples, ou même pour le test Casper, on va aller vérifier les habiletés non cognitives. Et là, on va voir une différence, c'est sûr, parce que ces personnes-là, autant les étudiants athlètes ont vécu plein de choses, ils ont voyagé, ils ont rencontré, bien, ça se sent en entrevue, ça, ces différences-là, ces atouts-là. Ben oui, une espèce de maturité qu'ils ont Ouais, développée, là. Ouais, ah ben c'est le fun. Bon, ben tant mieux, c'est super. oui, Puis parlant d'expérience de vie, on s'est beaucoup parlé de l'implication bénévole, l'implication sociale. Les athlètes sont déjà très engagés dans leur sport et ils mettent beaucoup d'heures. En plus des études en sciences de la nature ou dans d'autres decks qui sont finalement admissibles,
ils n'arrivent pas nécessairement à trouver du temps pour être bénévole, puis là, on s'en fait beaucoup parler. Mhm. Est-ce que l'implication bénévole, l'implication sociale a un impact dans leurs critères d'admission? Ben effectivement, ça aussi, on a vraiment beaucoup de questions, mais non, on ne tient pas compte des implications sociales. On ne demande pas le CV non plus. Il n'y a pas de lettres. Des fois, les gens nous envoient des trucs et puis on les regardera pas vraiment. C'est juste pour si jamais les personnes déposaient au profil particulier, le contingent dont je vous ai parlé, puis Ouais, là, à ce moment-là, c'est vraiment des gens qui auraient au moins un baccalauréat. Donc, ouais. on doit attendre d'avoir un baccalauréat pour pouvoir déposer dans ce contingent-là. Là, il y aurait un dossier, il y a un formulaire en ligne qu'ils doivent compléter pour justement répondre à des questions puis nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait qui se démarque parce que c'est vraiment des profils où est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un qui va venir étudier en médecine, qui va se démarquer, nous amener vraiment un bagage autre, Différent, ouais. oui, que les sciences. Donc, mis à part ceux-là, non, on ne tiendra pas compte du bénévolat et tout ça. Donc, qu'ils ne se mettent pas de pression, justement, Hmm. là, à ce niveau-là, parce que c'est pas quelque chose. Par contre, une fois qu'ils vont étudier en médecine, il y aura plein de possibilités d'implication et dans les cours aussi, parce qu'on ne fonctionne pas avec les cours magistraux. Ça, c'est vraiment, les étudiants raffolent de ça parce que c'est sûr que c'est exigeant. Quelqu'un qui a étudié seulement au collégial et qui est habitué avec des cours magistraux, il va trouver peut-être que la première année, la barre est haute parce que la façon d'étudier demande beaucoup d'autonomie. Donc, on va les renvoyer à faire leur lecture chez eux. Et quand ils vont arriver, ils sont des petits groupes de 9. Ils vont toujours être les mêmes petits groupes de 9 qui vont se suivre pendant leurs études. Les 4 années, parce que chez nous, c'est 4 ans de doctorat et non 5 ans. Il n'y a pas de pré-médecine. Alors, à ce moment-là, ben, c'est sûr que dans les cours, ben, ils vont avoir à collaborer ensemble, collaborer avec d'autres professionnels, des kinésios, ils vont avoir des physios, et là, ils vont avoir des cas, des études de cas, et ils vont avoir à essayer de résoudre la problématique ensemble. Donc, on ne veut pas des gens qui sont performants, entre guillemets, on veut des gens qui sont capables d'humilité, de prendre leur place, de Collaborer. tenir compte de l'autre, de collaborer. Mhm. Je vous dirais que c'est sûr que c'est les gens qui vont avoir déjà vécu ça, dont les étudiants athlètes, hein, eux, c'est sûr qu'ils sont habitués de travailler en équipe, collaborer. Mais eux ont une longueur d'avance, si vous voulez, du moment où ils s'assoient et qu'ils étudient. Ils font ah, ben moi, je suis à l'aise dans cet environnement-là, je suis à l'aise de collaborer, d'écouter. Ils sont habitués d'écouter leur coach, entre autres. Ouais. Mais il n'y aura pas de cours magistraux, donc ça va être vraiment là-dessus, je pense, un atout là, pour eux là, au niveau des études. Ah, merveilleux. Ben, ça, je m'en doute que les athlètes, ils ont des fois une petite longueur d'avance, là, Oui, malgré qu'ils ont peut-être eu moins de temps à mettre dans des implications bénévoles ou des des petits jobs d'étudiants, tu sais, mais quand même, ils ont eu un développement, un bagage qu'ils peuvent ben apporter oui, sûrement oui. positif là, à tout On en ça. a plusieurs à l'Université de Sherbrooke, là, des étudiants athlètes, puis c'est sûr qu'on le voit, puis souvent, on va même les inviter à venir aux portes ouvertes pour faire une petite conférence pour justement parler de leur vécu, puis dire que c'est un atout, au contraire, puis que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. C'est vrai en tout temps, là. C'est vrai aussi quand ils vont se faire dire non en médecine, si ça arrive, ça peut arriver, ben à ce moment-là, c'est vraiment pas de tout remettre en question, mais de se dire, ben, pour le moment, c'est ce que je vis, ben, je vais aller faire quelque chose d'autre que j'aime, un plan B que je vais aimer autant que mon plan A, ce qui va faire qu'à ce moment-là, ben, la personne va augmenter sa cote académique automatiquement parce que quand on fait ce qu'on aime, on le sait, on vibre hein, et puis on performe mieux. Mais oui, on est passionné, puis c'est plus Ouais, facile. Fait que, ouais. dans le fond, vous, là, quand vous faites le comité d'admission, là, vous ne savez pas que c'est des étudiants athlètes. Tu sais, il n'y a pas d'avantage de faire partie de l'Alliance par études Non, dans leur dossier, puis c'est pas écrit nulle part non, Michael Phelps veut non. étudier. Fait que c'est vraiment, ils sont considérés avec les mêmes critères que tout le monde. Fait que c'est plus tard que vous savez qu'ils sont des étudiants athlètes. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a vraiment aucune considération par rapport à ça. Puis c'est de la façon que c'est géré, là, c'est vraiment là, des personnes là, qui ne connaissent pas les étudiants, qui vont juste analyser le dossier académique des étudiants. Et puis, même quand ils vont faire l'examen Casper ou les mini-entrevues multiples, oui, ils peuvent toujours parler de leur expérience et là, on va le savoir. Mais sinon, si c'est pas eux qui en parlent même là, ils ne seront pas, ils seront pas identifiés, non. OK, ça clarifie au moins tout ça. Puis Ouais. ben, à ce que tu disais, c'est possible là, d'être athlète de haut niveau puis étudier en médecine en même temps. Il faut juste, j'imagine, être quelqu'un qui planifie bien ses horaires. Oui, ça demande un sens de l'organisation. Là, je ne vais pas vous mentir que vous savez sûrement que le doctorat en médecine est quand même exigeant. Hein? On ne va pas se mentir. L'horaire est assez.
est assez prenant. Donc, mais oui, on a des étudiants athlètes, on en a beaucoup, pas nécessairement juste en médecine. Quand je dis beaucoup, je parle de l'Université de Sherbrooke, mais on en a aussi en médecine. Et puis, ils y arrivent. On a même une chanteuse là, à Moncton que vous connaissez probablement, là, qui fait Star Academy. Puis, elle a réussi à jongler les deux en même temps. Donc, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens qui sont déjà habitués à être organisés généralement, qui sont habitués avec les études. Déjà au cégep, souvent, ils le font. Hein, ils vont Mhm. jumeler Des étudiants fois, ils le athlètes. font depuis le secondaire, si c'est pas le Ben, primaire. c'est ça. Fait que, ouais. La seule chose que je vous dirais, c'est que c'est sûr que si, exemple, il y avait des périodes où est-ce qu'ils doivent prendre une sabbatique, bien là, à ce moment-là, c'est pas à l'admission, c'est vraiment avec le programme en médecine Mhm. qu'ils vont faire une demande officielle puis regarder avec le programme si c'est possible. Parce que vu que c'est en 4 ans chez nous, c'est sûr qu'il y a toujours des modalités qu'il ne faut pas qu'il manque trop de cours. Mais généralement, ils vont trouver des points d'entente. Si c'est des compétitions à court terme, des trucs comme ça, là, ils vont s'organiser pour les examens, qu'ils puissent avoir des reprises, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, c'est vraiment avec le programme que c'est regardé, puis c'est quoi exactement les modalités, puis à quel moment va tomber la compétition aussi. Là. Mhm. Parce que là, Voilà. ils vont être rendus admis à ce moment, fait que ça sera plus avec Exactement. le comité d'admission, là. C'est vraiment une fois Non, qu'ils sont là, ça va être vraiment admis. Ouais. avec la direction du programme. Oui, Mais c'est quand même possible, il y a une flexibilité, puis je oui, vois qu'il y a une belle collaboration avec le département. Vous êtes sûrement fiers de tous vos étudiants athlètes, là, donc. vraiment. Très fière, effectivement. Puis, t'en as parlé un petit peu tantôt, le nombre de places, ça, c'est une question qui tue, tu sais, pouvoir un peu planifier ses attentes, le nombre de demandes que vous recevez versus le nombre de places disponibles. Bon, c'est sûr que c'est à la hausse pour cette année, l'année dernière, et ça va augmenter aussi là, au niveau des nombres de places qui sont demandées. Pour cette année, sur le site Internet, vous pouvez toujours aller voir justement dans la section foire aux questions. On a les données saillantes des 3 dernières années. Ça, je sais que les étudiants aiment beaucoup aller s'y référer parce qu'on va pouvoir voir justement combien il y a eu d'invités aux mini-entrevues multiples par Mm. contingent, hein, parce que nous, on a des contingents, oui, il y a le collégial, mais il y a les universitaires, mais il y a aussi les internationaux, les gens aussi qui seraient autochtones, parce qu'on a un contingent réservé pour ces personnes-là. Nous, on collabore avec les 3 universités francophones pour ces contingents particuliers-là. Donc, au niveau du nombre de places pour cette année, on en a pour l'Université de Sherbrooke, au site Sherbrooke 160, mais c'est 240 au total. Et puis, à chaque année, c'est révisé. Et sur le site Internet, là, vous allez avoir le détail là, par site aussi, combien il y a de collégiens, combien il y a d'universitaires. Si je pense à Saguenay, cette année universitaire, on a 7 places, 32 places au total. Donc, il y a toujours 80 collégiales et 20 universitaires. Ça, c'est vraiment un axe que l'université a choisi, c'est Oui, de donner plus de place à ceux qui arrivent directement du collégial oui, versus ceux qui arrivent de l'université. Mais c'est pas toutes les universités qui ont cet non, axe-là. Ouais. non, non, vraiment, là, la majorité, en fait, prennent plus de personnes universitaires que collégiales. C'est un OK. choix, effectivement, qui a été fait. Ouais. Ben, c'est quand même intéressant de savoir que ben, nos étudiants athlètes qui sont présentement au Cégep, ben, une des universités où est-ce qu'ils auront peut-être le plus de chances d'être admis directement en arrivant du Cégep, ça serait à l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est le fun à Exact. savoir. Ouais. Oui. Et puis, tu en as parlé du ratio. Euh, Est-ce que c'est possible d'appliquer dans plus d'une université ou on devrait juste appliquer à un endroit? Oh non, moi, je leur conseille fortement d'appliquer dans toutes les universités. Comme je vous disais, c'est sûr que les 3 universités francophones, on travaille de concert, donc ensemble. Vraiment, tout le processus est fait avec les 3 universités, donc les mini-entrevues multiples, entre autres. Vous allez être invité. Vous ne saurez pas tout de suite dans quelle université vous allez être convoqué. Vous allez savoir ça vraiment là, en fin de processus, là, à la dernière minute. Et puis, on va collaborer ensemble pour se transmettre les informations des résultats. Donc, vous allez postuler dans les 3 universités et quand vous allez recevoir nos offres, vous allez les recevoir en même temps on appelle ça des vagues, par la première vague d'envoi d'offres d'admission qui est à la mi-mai. Et à ce moment-là, si, exemple, moi, Annick, je reçois une offre de Sherbrooke, ben, je vais l'accepter, hein, idéalement. Mais c'est possible que je reçoive aussi une offre en cours de processus, soit la première vague, soit la deuxième, troisième, et on en a jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à la rentrée scolaire. Ben à ce moment-là, il peut accepter aussi à l'Université de Montréal et à l'Université Laval.
Par contre, ce qu'on leur demande, c'est que dans la limite du moment où est-ce qu'ils ont réfléchi et qu'ils savent qu'ils sont prêts à déménager dans un endroit ou un autre, ben, de refuser les deux autres offres pour pouvoir libérer les places parce que ça fait partie du professionnalisme attendu dans le fond des candidats, de dire, ben, je veux permettre à d'autres de pouvoir. Donc, essayer de réfléchir en amont, justement, où est-ce que vous êtes prêts à aller. Même pour l'Université de Sherbrooke, on a 4 sites de formation. C'est sûr que Moncton, c'est réservé à ceux qui viennent de Moncton, mais sinon, on a le site Saguenay, Sherbrooke et Montérégie. Donc, ça aussi, ils doivent y réfléchir d'avance parce que nous, on va leur demander de faire un choix de site là, en avril pour lequel ils devront prioriser. Et ils doivent aussi s'assurer, dans le fond, qu'ils vont accepter d'y aller si jamais ils reçoivent une offre parce que c'est non négociable. Du moment où on reçoit une offre d'admission et qu'on l'accepte pour Sherbrooke, exemple pour Saguenay, mais là, à ce moment-là, vous ne recevrez pas d'autres offres d'admission. Ça va être la seule et unique. C'est Ouais. irrévocable et vous ne pourrez pas changer une fois admis non plus, là, c'est-à-dire une fois dans le programme, dire ah ben finalement, je préférerais être à Sherbrooke qu'à Saguenay. Ben non, vous devez rester dans le choix de titre que vous aurez fait. Donc ça, c'est vraiment une étape importante au niveau des offres d'admission. Ouais. Puis tu l'as mentionné, le professionnalisme, la courtoisie pour les autres qui Oui, attendent d'avoir des nouvelles, mais ils n'ont pas tant de temps que ça, là, à ce que je disais, pour non, accepter. Là, je pense qu'au début, tu as comme 8 jours, puis à la exact. fin, je pense que tu n'as même pas 24 heures, là, c'est vraiment rapide. Exactement. Eh oui. Ouais. Mais encore là, ça dépend des universités. La première vague d'offres, on a tous la même limite de temps. Donc, on s'entend les 3 universités ensemble. Si on dit 8 jours, c'est tout le monde, on donne 8 jours. Mais à partir de la deuxième vague, on est autonome, chaque université, pour mettre des délais différents. Donc, chez nous, Mhm. en ce moment, c'est 5 jours. OK. Donc, la personne reçoit une offre, c'est toujours, dans le fond, les jeudis, et a jusqu'au mardi suivant, 23h59 pour répondre. Mhm. Comme là, aujourd'hui, justement, je vais regarder c'est quoi le scénario et demain matin, je vais transmettre des offres d'admission. À Je d'autres chanceux. Oui, c'est ça, je vais faire des heureux et il y aura des gens qui vont rester sur la liste d'attente jusqu'à la rentrée. Mais encore là, la journée de la rentrée, effectivement, comme tu le mentionnes, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément appeler l'étudiant. Des fois, ça m'est arrivé d'appeler un étudiant qui était assis dans son cours en physio, qui avait accepté physio. Puis là, je disais, allez chercher l'étudiant parce qu'il doit répondre immédiatement. Là. C'est sans délai. Donc, à ce moment-là, l'étudiant se dépêche. Souvent, j'ai même vu une maman aller chercher son enfant. Là, il nous rappelle, puis le lendemain, ils doivent déménager puis s'en venir à Sherbrooke là, pour venir étudier. Donc, oui, jusqu'à la dernière minute. Fait qu'il faut y croire là, jusqu'au bout, même si mi-mai, on ne reçoit pas tout de suite des offres, là. Exactement. Puis, effectivement, jusqu'à la dernière minute, c'est possible d'en recevoir une. Donc, il faut rester disponible aussi. Hein? Donc, c'est important. Ça, je le mentionne souvent. Toutes les adresses courriels doivent être fonctionnelles. Donc, ce qui est l'adresse courriel qui est dans votre dossier d'admission, c'est l'adresse à laquelle ils vont recevoir l'information. Donc, c'est vraiment important d'aller voir les indésirables aussi parce que ça va souvent dans les indésirables. Donc, quelqu'un peut recevoir un refus. Ça arrive souvent parce que la personne n'a pas vérifié ses courriels et n'a pas. Oui. Et là, je ne parle pas nécessairement de l'offre d'admission. Ça, généralement, les étudiants, ils vérifient assez. Là. Mais au début du processus, on peut vous écrire pour toutes sortes de raisons parce qu'il manque quelque chose dans votre dossier. Et puis là, on va vous donner des délais. Et à ce moment-là, si la personne étudiante ne nous répond pas, ben, on va refuser puis on va fermer le dossier. Ça, c'est Ah, c'est vraiment triste. ça crève le cœur parce qu'on le sait, tout l'investissement, mais on n'a pas le choix. Là. Il faut Mhm. vraiment pour pouvoir continuer le processus. Fait que Mhm. moi, je demande une rigueur, dans le fond, au candidat de dire ben, assurez-vous de vérifier vos courriels là, du moment où vous savez que vous avez déposé pour vous assurer là, que votre dossier est à jour. Absolument, ça fait partie de devenir un professionnel, c'est de regarder Exact. sa boîte courriel et les indésirables fréquemment. Et Oui, oui, puis, dans l'éventualité, on va en parler justement, où ils ne sont pas admis, ça arrive. On vient de parler des oui. statistiques, 3000 quelques demandes pour 240 quelques places, avec d'autres universités également, mais quand même, il y a beaucoup de demandes pour l'entonnoir est assez serré. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas admis du premier coup? Ben, effectivement, que c'est plus fréquent se faire dire non que oui. Moi, je dirais que c'est une expérience de vie enrichissante. Je sais que c'est dur d'entendre ça, hein, c'est dur parce qu'on voudrait donc, je sais, j'ai des enfants, puis on voudrait donc être tout de suite la première fois admis, puis que tout roule bien, puis bon, mais c'est pas la réalité. Donc, je préfère tout de suite dire que la majorité d'entre vous ne seront pas retenus la première fois que vous allez déposer. Mhm. Par contre, il y en a beaucoup qui vont redéposer un, deux, trois, jusqu'à 6 fois que j'ai vu pour pouvoir effectivement finir par être accepté.
Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. C'est que il y a oui, la cote académique, mais si vous allez étudier à l'université, la CRC, votre cote de rendement du collégial, ne sera plus tenue en compte. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas obtenu la cote seuil, parce qu'il y a une cote seuil de 32 au niveau de la cote académique, la cote CRC, pardon. Donc, si vous n'avez pas obtenu votre 32, il ne faut pas se décourager. On peut aller étudier à l'université et à ce moment-là, ben, du moment où on a 60 crédits, ben, on peut postuler à Sherbrooke et possiblement que vous allez avoir augmenté votre cote parce que vous allez faire un métier que vous aimez. Vous allez être en train d'étudier dans un bac que vous trouvez intéressant. Et là, vous allez vous démarquer la moyenne dans laquelle vous étudiez. Parce que généralement, vous êtes des étudiants performants. On le sait, là, les gens qui Mhm. veulent étudier en médecine, généralement, ont Ouais. vraiment un sens de l'organisation. Ils vont, ben, à ce moment-là, ils vont probablement se démarquer dans le domaine dans lequel ils vont étudier. Donc, il y a des chances d'entrée via les études universitaires. Fait que c'est Donc, vraiment il ne de faut pas se pas, décourager. c'est ça, de pas se décourager puis de continuer d'y croire, là, puis, Oui, mais quand même d'avoir un plan B, même, il faut même quand tu avoir es un au plan. cégep, d'avoir un plan B pour autre Oui, chose. Quoi qu'on l'a dit, là, après avoir obtenu le DEC, on peut prendre une année sabbatique pour vivre la oui. vie, vivre son sport, puis réessayer en maintenant la cotère, là, mais c'est le Mais tu fun. m'ouvres Puis, quand même la porte quand tu me ramènes au plan B parce qu'effectivement, je leur dis toujours de choisir quelque chose pour que le plan B soit aussi important que son plan A. En fait, ça prend deux plans A si on veut, ouais, tu sais. ouais. Donc, c'est pas vrai qu'on aime une seule chose. On est un individu qui avons plein de potentialités, plein d'intérêts aussi. Donc, oui, je peux être, si je suis intéressée par médecine, exemple, parce que j'aime la relation d'aide, il y en a plein de métiers de relation d'aide qui peuvent être étudiés aussi au cégep ou à l'université, parce Mm. qu'effectivement, ils peuvent aussi faire un autre DEC s'ils le souhaitent, là. Il y en a qui font ça, ce choix-là. Mais s'ils vont à l'université, exemple, ben, d'aller étudier en relation d'aide, je ne sais pas moi, en travail social, parce que ça me passionne l'être humain, ben, c'est un atout, ça, quand ils vont être acceptés en médecine, la journée, ils vont avoir quelque chose de plus dans leur bagage. Donc, c'est Mhm. jamais perdu un bagage. Puis si jamais ils ne rentrent pas en médecine, ben, ils vont avoir une passion, un métier qu'ils aiment. Et c'est pour Mhm. ça aussi qu'on demande minimalement 60 crédits, parce qu'on souhaite que ces gens-là développe un bagage intéressant là, pour que si jamais, parce qu'il y a aussi des gens qui vont être admis en médecine, il y en a peu, mais ça arrive, qui vont finalement dire, ben, ah non, je suis désillusionnée, c'était pas ce que je m'attendais, c'est pas Ouais. ça que j'ai envie de faire, ou qui n'obtiendront pas la résidence qu'ils souhaitent, parce que c'est une chose d'être admis en médecine, mais il faut aussi être admis dans la résidence souhaitée, donc ça se peut que la personne ne puisse pas être pédiatre comme il le rêvait, exemple. Donc, Mhm. à ce moment-là, ça se peut que la personne décide de changer de carrière. Et s'il y a déjà un bac, en autre chose, ben, la personne peut bifurquer et aller faire autre chose. Tu sais, ben, il y aura un Ouais. bagage d'acquis. Donc, c'est jamais Ouais. perdu le bagage qu'on va Mhm. chercher. Mais oui, faites quelque chose que vous aimez. C'est drôle parce que tu sais, les athlètes ils ont déjà une grosse passion qui est leur sport. Fait que là, de trouver une autre passion académique, des fois, c'est difficile, quoi, quand en médecine, habituellement, ils sont très passionnés. Mais là, d'en trouver une autre après, des fois, ça devient un défi, mais je Hum, trouve que c'est souvent les êtres humains avec une bonne adaptabilité parce que le sport de haut niveau, c'est ça. Puis des fois, il y a ouais. des critères aussi. Est-ce que tu fais partie de l'équipe ou tu fais pas partie de l'équipe? Fait que je pense qu'ils sont habitués à gérer ça, mais vraiment que ça fait partie du processus, je crois, tout ça, Faut là. pas hésiter aussi, hein, je te dirais, Geneviève, là, à aller consulter un conseiller d'orientation, soit dans leur cégep où ils sont habitués, et puis ou au privé, à leur choix, mais d'aller consulter, puis de prendre le temps de bien se connaître, justement, puis de bien voir. Des fois, quand on est collé sur l'arbre, puis qu'on est très, très déçu parce qu'on avait juste ça dans la ligne de mire, ben, de prendre le temps de se déposer, puis les conseillers d'orientation vont prendre le temps aussi d'accueillir tout ça, puis de faire le ménage un peu dans les émotions, puis de revenir un peu au rationnel, puis de dire, ben voilà, maintenant, on est devant cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais d'explorer à ce moment-là des plans B. Tu sais, je peux comprendre là, Ouais. que quand on s'enligne vers une profession, ben, qu'on soit déçu, c'est tout à fait humain, là. Mhm. On s'est Parlant investi. de, Parlant de ménage, là, ça me ramène à une question que des fois, je sais pas si c'est les étudiants qui me la posent ou je me la pose en discutant avec eux, là, mais des fois, leur motivation, soit pour faire une demande d'admission ou pour être admis, la pression et la motivation peut être extrinsèque, c'est-à-dire des fois, ça vient des parents. Si tes deux parents sont médecins, des fois, ils t'influencent un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais à dire là, à un athlète ou un étudiant athlète qui disons qu'il y a une motivation ou une pression qui vient de l'externe.
Ben, je vais te donner un bon exemple par rapport à ça, une anecdote. En fait, notre vice-doyen, professeur Éric Lavoie, à chaque porte ouverte est présent avec moi. D'ailleurs, j'invite les étudiants à se présenter aux portes ouvertes, qui sont toujours à l'automne et en février, donc en novembre et en février. Et aux portes ouvertes, ce qu'il dit aux étudiants, les étudiants viennent souvent avec leurs parents, ce qui est tout à fait correct. Et puis là, ils sont dans la salle, puis là, on voit là, les étudiants avec. Et là, ils demandent aux parents de boucher leurs oreilles. S'il vous plaît, je demanderai à tous les parents présentement, mettez vos mains sur vos oreilles parce que ce n'est pas à vous que je veux m'adresser, c'est à vos enfants, aux futurs étudiants en médecine, puis leur dit, écoutez, vous ne devez pas faire ça pour vos parents parce que vous n'aurez pas la motivation pour faire vos études. Vous allez être découragé et ça va demander beaucoup plus d'énergie que si vous avez une motivation qui vient de vous, que vous. Puis pourquoi? Demandez-vous pourquoi vous allez étudier en médecine. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi? Et prenez le temps de vous assurer que c'est pour vous que vous le faites, parce que sinon, c'est quand même beaucoup d'heures, là, on ne va pas se mentir. Là. Si vous allez sur le site Facebook de l'admission en médecine, vous allez voir qu'à la une, j'ai déposé un horaire type. Là, vous allez pouvoir le voir, c'est quoi à peu près un horaire. Il y a du temps pour faire votre passion et être athlète, mais il reste que c'est exigeant. Donc, il ne faut pas se mentir. La première année, surtout. Ouais, mais même les autres années, c'est beaucoup Oui, d'années pour la motivation de quelqu'un d'autre. Là. Fait qu'il faut vraiment que ça vienne d'eux-mêmes. oui, oui, vraiment. Puis il me reste pas beaucoup de questions. En fait, c'est vraiment plus sur le processus. Là. Moi, j'ai bien Oui, aimé aller fureter sur votre site, justement. J'ai appris certaines choses, dont les étapes de processus d'admission. oui, Ben, un, il faut faire une demande en ligne entre le oui, mois de septembre et le 1er mars. oui, Faut faire le test Casper, que je vais te laisser expliquer dans une minute. Mais moi, ce que j'ai su, c'est que le test Casper, je pensais qu'on le faisait une fois qu'on avait fait la demande d'admission. Mais en fait, il faut que ça soit fait avant le 1er mars, puis même un petit peu avant ça. oui. Euh, Suite à ça, ben, il y a toute l'obtention d'une cote académique ou la cote de rendement collégial pour ceux qui arrivent directement du cégep. Participer aux mini-entrevues multiples, puis ensuite ben, avoir son classement sur la liste d'excellence. Fait qu'il y a quand même plusieurs étapes. Oui. Est-ce que tu serais à l'aise de me parler très brièvement du test Casper? Bien sûr. Écoutez, le test Casper, c'est pas fait seulement pour médecine. Hein. Il y en a qui sont surpris parfois. Là, c'est vraiment dans beaucoup de domaines et c'est à travers le Canada. Et puis, c'est 12 sections de questions. Donc, c'est autant vidéo, c'est nouveau. Là, depuis l'année dernière, c'est vidéo et il y a écrit aussi. Là. Donc, c'est vraiment pour aller vérifier les habiletés non cognitives. Et le test doit être fait, là, c'est un organisme, dans le fond, qui est engagé, une compagnie qui est engagée, qui est externe aux universités. Donc, c'est vraiment à eux qu'il faut s'adresser si on a des questions, si on a des problématiques quand on essaie de s'inscrire, des choses comme ça, parce que c'est eux qui vont compiler. Ils ont vraiment des personnes, des évaluateurs différents qui vont évaluer, dans le fond, contrairement aux mini-entrevues multiples qui sont vraiment gérées par les facultés de médecine. Donc, c'est sûr qu'on va aller vérifier différents éléments, la collaboration, l'empathie, l'éthique, la motivation, comment résoudre des problèmes. Mais les tests Casper, effectivement, doivent être faits, les examens, à des dates précises qui sont déjà sur le site de Casper actuellement. Donc, ils peuvent déjà aller voir. Et par université, les dates peuvent être différentes. Donc, il faut vraiment porter attention aussi compte tenu qu'il y a deux dates. Hein. Il y a le 1er novembre, qui est la première date de dépôt pour tous ceux qui ont des crédits universitaires. Donc, Mhm. si on est inscrit à un ou plus de crédits universitaires, il faut vraiment déposer au 1er novembre. Sinon, ils ont jusqu'au 1er mars. Mais sinon, c'est vraiment à partir du 1er septembre jusqu'au 1er mars, effectivement, qu'ils peuvent déposer. Donc, même Ouais. si on est collégien, on peut décider de postuler là, au 1er septembre. Et l'examen Casper doit être fait dans des délais. C'est sûr que si on est collégien, on a jusqu'au 1er mars là, pour faire l'examen Casper, mais il faut faire attention. J'ai noté ici justement les dates. Là. Pour le 1er novembre, là, il y a seulement deux dates. Donc, c'est le 5 octobre et le 18 octobre. Et il y a une date de distribution parce qu'on peut l'avoir fait, là, s'inscrire pour le faire à l'Université de Montréal, entre autres, exemple, avec leur date. Mais à ce moment-là, il faut faire attention parce que nous, notre dernière date de passation peut être différente de Oui. l'Université de Montréal. Donc, il y a une date de distribution qui est le 31 octobre. Mais ça, généralement, le 1er novembre, là, je ne m'attendrai pas trop longtemps parce que c'est vraiment des gens qui sont inscrits à Déjà l'université. l'université, oui. Pour les collégiens, les deux dates sont disponibles aussi, 5 octobre, 18 octobre, mais il y a aussi le 7 novembre, 16 janvier, 13 février et 22 février. Et la Mhm. date de distribution, c'est le 6 mars. Donc, ça, c'est vraiment les dates pour l'Université de Sherbrooke. Donc, Ouais. moi, je les invite vraiment à aller sur le site de Casper.
et voir quelles sont les dates par université. Il y a aussi l'Université McGill qu'il ne faut pas oublier, qui est une université qu'on peut faire le test en anglais, mais Mhm. pour les universités francophones, c'est en français seulement. Ouais. Et le test Puis, est valide pour une année, un cycle d'admission. il Donc, faut le si on le refaire à fait chaque cette fois. année, oui, c'est ça. Donc, l'année prochaine, s'ils veulent redéposer, ils doivent refaire l'examen Casper. Fait qu'on se réveille pas le 28 février pour faire une demande d'admission en médecine. Il faut y avoir pensé d'avance. Oui, oui, Et vraiment. puis, est-ce qu'on prend un coach pour Casper ou on va juste sur le site web faire les petits tests que tu peux faire pour te préparer? Bonne question qu'on a fréquemment. Nous, on n'encourage pas. Pourquoi qu'on l'encourage pas? C'est pas qu'on veut pas que les gens soient bien préparés, c'est qu'il y a des coûts associés à ça. Puis des fois, c'est assez important les coûts qui sont pour du coaching. Là, je sais qu'il y a des compagnies qui se sont spécialisées pour ça, mais nous, on le recommande pas. Ce qu'on vous dit, c'est que faites comme pour une entrevue régulière. Je suis certaine que vous avez déjà eu une entrevue, même en tant qu'athlète, probablement que vous avez eu des fois à faire des rencontres pour être sélectionné. Ben, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est vraiment d'aller effectivement sur le site de Casper. Il y a des vidéos qui vont vous montrer c'est quoi les entrevues, en quoi ça consiste, autant vidéo qu'écrit. Les mini-entrevues multiples, c'est exactement la même chose. Vous avez des exemples sur notre site Internet. On a des onglets, vraiment, vous allez voir là, quand vous allez sur le site, c'est très bien détaillé. Mini-entrevues multiples et examen Casper. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir toute l'information et des exemples pour pouvoir vous mettre un peu en tête comment vous préparer. Vous pouvez vous préparer avec un conseiller d'orientation tout à fait gratuit avec eux. Là. Vous pouvez en discuter, puis eux vont vous aider à voir de quelle façon vous pouvez mieux. Se mettre en valeur, là. Oui, c'est Ouais. ça. J'aime mieux Mhm. mettre en valeur parce que, en fait, pour être bien honnête avec vous, compte tenu qu'on va vérifier les habiletés non cognitives, ben, ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que vous êtes capable de faire des études en médecine et est-ce que vous avez les qualités relationnelles pour faire des études en médecine? Donc, vous avez tout sur notre site. Ce qu'on recherche, vous le savez, c'est vraiment des gens qui vont collaborer, qui ont de l'empathie. Donc, dans le fond, essayez de réfléchir à des exemples, des mises en situation que vous avez vécues, dont vous avez fait preuve d'empathie, de collaboration. C'est comme une entrevue régulière. On veut vous Mhm. connaître, vous. Puis Puis en fait, j'imagine que oui, c'est vraiment similaire à ce que tu expliques avec les mini-entrevues multiples, là. C'est de oui, pas engager nécessairement un coach de ça, même mais chose. plus de se pratiquer pour se mettre en Oui. valeur. Ouais. Oui, puis c'est vraiment, en fait, d'être le plus naturel possible parce que c'est vraiment vous qu'on veut connaître. Puis je pense aussi que je sais qu'encore là, les gens vont se dire oui, mais je veux absolument étudier en médecine. Oui, mais peut-être que c'est pas fait pour vous aussi, la médecine. Donc, l'important, c'est vraiment d'être capable de faire un métier qui va, oui, être bon pour vous, puis être bon pour la société, que vous allez sentir que vous allez contribuer. Donc, si vous n'avez pas la personnalité pour faire ce métier-là, il vaut mieux le savoir tôt que tard. Donc, je pense que Wow. c'est l'important, c'est vraiment de bien se connaître. Puis pour ça, ben, moi, je vous référerais plus là, à essayer d'apprendre à vous connaître. La connaissance de soi, c'est ça qu'on va vérifier. Mhm. Puis je suis Ouais. certaine que justement le bagage d'athlète dans les mini-entrevues ou dans le test Casper, ça peut être des habiletés absolument transférables qui sont Tout positives à pour fait. amener justement la collaboration, l'empathie, le Oui. raisonnement, tout ça, c'est vraiment intéressant. Écoute, je pense que ça fait le tour de mes questions. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sur votre site web. Moi, j'ai adoré aller passer du temps là pour en apprendre davantage. Moi, j'ai pas l'intention de faire une demande d'admission en médecine, mais j'ai l'impression que je connais beaucoup d'informations maintenant pour le faire. Si Tant jamais mieux. les étudiants en tête ont des questions pour la suite, comment, à part aller sur le site web, ils pourraient communiquer avec quelqu'un de ton équipe? Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours d'adresse courriel, donc qui est admission-med, MED, en commercial sherbrooke.ca. Donc, ils peuvent toujours nous écrire. C'est sûr qu'on va beaucoup les référer au site web. Donc, moi, je leur inviterai à faire d'abord leur devoir. Donc, le site est assez complet. Généralement, le site, on le met à jour toutes les années, justement, en fonction des questions. Donc, quand on voit qu'il y a une question qui revient tout le temps, bien, on va aller sur le site puis on va aller l'ajouter pour s'assurer que les personnes ont réponse à toutes leurs questions. Mais oui, ils peuvent nous écrire, ça va nous faire plaisir de les aider là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur le site. Il y a Mhm. aussi les portes ouvertes. Il y a aussi notre site Facebook de l'admission auquel on pouvait voir des vidéos des années dernières. Donc, les étudiants font des petites vidéos et vont partager de l'information. Il y a aussi un groupe d'étudiants qui fait, on appelle ça la FAC, là, la foire aux questions, pour chacun des sites. Donc, Saguenay, Montérégie, Sherbrooke ont une petite FAC
sur Admission Médecine qui peuvent aussi s'abonner pour pouvoir avoir de l'information, des petites capsules vidéo, mais aussi la directrice de l'admission qui va donner toutes les quoi de nouveau. Donc, à chaque Oui. année, on fait une capsule en ligne. Vous allez pouvoir trouver tout ça. Ils devraient se débrouiller avec toute l'information qu'on vient de leur partager aujourd'hui. Écoute, Annick, merci vraiment beaucoup de ton temps puis d'avoir pu répondre à nos questions. Je suis certaine que nos étudiants athlètes seront mieux outillés pour faire face à ça. Moi, je retiens que, il faut se concentrer pour avoir la meilleure cotère possible au cégep puis laisser tomber le bruit et tout ça, là, de vraiment juste faire ce qui nous passionne dans le sport, mais également de se concentrer par une bonne cotère et puis de ne pas se décourager, même si ça marche pas du premier coup. Puis après ça, ben, de juste en profiter puis de suivre le bon cheminement là, une fois qu'ils seront admis ou même s'ils sont admis dans un autre programme. Exactement, tu as très, très bien compris le processus. Donc, pour le mot de la fin, moi, je vous dirais, ben, lâchez pas, puis faites ce que vous aimez. Vous allez voir que tôt ou tard, vous allez trouver votre place. Là, ouais. Je suis pas inquiète. Puis vous êtes vraiment les bienvenus si vous avez des questions. Merci, Annick. Ça fait plaisir, Geneviève. Merci.